Et nous sommes toujours en vie. Est-ce qu'il y a les supporters? Non, c'est bon, j'ai enlevé les supporters. Cette fois, c'est la bonne. L'OM est toujours en vie. Un partout au Vélodrome. Donc ce soir, une soirée qu'on va se souvenir parce que franchement, il y avait une belle ambiance dans le Vélodrome. Les supporters ont été là. Ils ont poussé pour déjà égaliser. Malheureusement, on n'a pas remporté cette rencontre. Mais il y a quand même des motifs d'espoir, on va en parler dans ce débrief assez rapide. Voilà, c'est le deuxième que je fais. Et on va un petit peu regarder d'abord les compositions d'équipe. Voilà, les compositions d'équipe, vous le voyez, vous l'avez à l'écran, celle de l'OM. C'était un 3-5-2, 5-3-2, selon comment on le voit, avec Klose qui était en piston droit et Luis Enrique piston gauche en titulaire. Mbemba Balerdi pour la défense centrale avec Murillo côté gauche. Harit, Kondogbia, Verretou, le milieu habituel. Et devant, nous avons Aubameyang, bien sûr, notre star, et Ismaïla Sarr qui revient de blessure depuis 2 rencontres. Alors, on va parler des joueurs par joueur. Je vais vous donner mon avis sur tous les joueurs. Et on va partir maintenant sur l'introduction. Et on est de retour pour parler un petit peu de cette rencontre. Donc la rencontre qui est mal partie. Comme vous voyez, le but est arrivé à la 11e minute. Alors on se regardait en chien de faïence sur le début de rencontre. Il n'y avait pas de situation. On voyait que c'était tendu. Le jeu était haché. Presque à chier par moment. Et Scamacca qui marque à la 11e minute sur une erreur défensive de Murillo qui se place très très mal. Murillo qui a fait beaucoup de placements aléatoires. Alors certes, c'est pas son rôle de jouer là d'habitude, c'est pas son poste. Mais quand même, les bourdes et les erreurs de placement, elles étaient énormes. Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Et il s'est retrouvé qu'il était tout seul, Scamacca, dans la surface, dans la zone de Murillo, dans son dos, juste à l'entrée de la surface. Il s'est retrouvé seul avec un ballon donné par je ne sais qui. Et il arrive à ajuster pour Lopez. Donc, premier but. Le but égalisateur qui est arrivé à la 20e, 21e minute par Chancel Mbemba, qui était aussi, on peut le dire, peut-être fautif sur le but du Scamacca, parce qu'il est au duel au départ de l'action avec Scamacca. Il se prend un petit coup de coude, un petit coup d'avant-bras sur la tronche. J'aurais sifflé faute pour ma part sur le but, sur le début de l'action. Mais l'arbitre, monsieur Sibert, a été sévère. Il a donné qu'un seul carton d'ailleurs à Balerdi dans la rencontre. Donc Mbemba qui égalise, il a pris ses responsabilités. Il marque un superbe but après une répétition de 2-3 corners. Un corner qui a été vite joué par Jonathan Klose qui a obtenu le corner judicieusement, sournoisement je veux dire. Voilà, donc il la glisse derrière à Kondogbia. Kondogbia qui la glisse derrière encore à Mbemba à 20-25 mètres. Frappe enveloppée des 20-25 mètres. Poteau rentrant. Le gardien, il n'a pas pu l'arrêter. Et ça fait un partout. Pas d'autres buts, des occasions. Il y en a eu beaucoup du côté marseillais, du côté de l'Atalanta. Faut pas dire que l'OM a dominé outrageusement la rencontre. Mais on méritait quand même, pourquoi pas, de sortir avec une victoire. Donc d'occasions comme Aubameyang. Voilà, Aubameyang, on l'attendait. Aubameyang, malheureusement, il n'a pas marqué son but. Avec cette occasion, avec le tête-à-tête qu'il a eu lancé par Aminari dans la surface, juste après l'égalisation. Et il va croiser trop sa frappe. L'occasion de Aziz Naï en deuxième mi-temps sur la barre. Et d'autres occasions que je ne vais pas citer parce qu'on va parler un petit peu des joueurs par joueur maintenant. Alors on va sur l'autre écran. On y va tout de suite, les amis. Comme ça sera un peu plus sympa. Vous me verrez en plus grand. Donc vous avez les stats de la rencontre juste en dessous. 15 tirs pour l'OM, 10 tirs pour l'Atalanta, 3 tirs cadrés de chaque côté. On va dire que ça correspond un peu à ce qui a pêché dans cette rencontre. C'est les tirs cadrés. Voilà, on a manqué d'efficacité, de réalisme. J'en avais parlé en avant-match, avant le live, pendant le live. J'avais dit qu'il faudra être réaliste. Malheureusement, quand Aubameyang n'est pas réaliste, qui c'est qui va l'être? On attend qui? Eh ben, on attend les autres joueurs à côté. Ça a été Mbemba qui égalise, mais j'aurais voulu qu'un Sarr soit efficace, qu'un Aminari soit efficace, qu'un Verretou soit efficace. Pourquoi pas un Kondogbia, un Klose ou peu importe qui. Mais les autres ne sont pas efficaces. Quand Aubameyang ne marque pas, personne ne marque derrière. Ça a été obligé que ça soit Chancel, demi-dieu Mbemba qui reprenne un petit peu le flambeau. Alors maintenant, je vous parle un petit peu des joueurs. Alors les joueurs, en partant de Paul Lopez. Alors Paul Lopez, je ne saurais pas comment le juger. Mais moi, ça m'énerve d'avoir un gardien qui ne sorte pas l'exploit régulièrement. Voilà, il a fait un superbe match contre Benfica. Mais on ne va pas rester bloqué sur un match en 3 ans ou 2 matchs en 3 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Paul Lopez manque de régularité dans ses exploits. On avait un Mandanda avant, je ne vais pas revenir sur le passé, mais vous vous souvenez, Mandanda, c'était souvent une saison entière où c'était lui le meilleur joueur pratiquement. Et là, Paul Lopez, sur le but,
Je ne l'ai pas revu 10 fois ce but-là. La frappe, si elle est impossible à arrêter. Mais j'aimerais bien qu'il sorte un exploit avec un bel arrêt. Pas des arrêts qu'on a d'habitude où il fait juste ses sorties ou alors c'est des tirs qu'on lui fait dessus. Donc Paul Lopez, pour ma part, je vais dire moyennasse. Je vais pas dire dégueulasse. Je vais pas dire flop parce que la frappe, elle me semble bien placée de Scamacca. Mais Paul Lopez, pour ma part, c'est ça. Il y a autre chose aussi sur Paul Lopez. J'en ai pas parlé tout à l'heure dans le débrief tout à l'heure. C'est ses prises de temps sur les dégagements. Alors je pense que c'est une consigne du coach de Gasset. Il prend son temps pour dégager, il sort de sa surface et il allonge à chaque fois. Et il allonge et il allonge. Il a perdu beaucoup de ballons comme ça. Parfois il a donné des bons ballons. D'ailleurs un en deuxième mi-temps qui a donné une occasion à Aubameyang. Deuxième mi-temps quand elle reprend, il donne un bon ballon en profondeur pour Aubameyang qui frappe à l'entrée de la surface. Mais au-delà de ça, il n'a pas donné 100 000. Voilà, c'est 1 sur 20, 1 sur 30. Donc Paul Lopez, voilà, dans ses dégagements, dans ses relances, ça n'a pas été non plus très précis. Maintenant, parlons de la défense. Alors, je vais parler du meilleur joueur de notre équipe en ce moment. Alors, c'est Aubameyang offensivement, mais Balerdi, défensivement, c'est un monstre. Il a pris un carton, oui, mais c'est parce qu'il a été au duel toute la rencontre avec Scamacca. C'était difficile. Il a réussi à prendre le flambeau d'Mbemba qui a eu du mal en début de rencontre. J'ai l'impression que Balerdi, c'est le patron. Il lui a dit à Chancel, laisse-moi-le à Scamacca, tu verras, je vais l'éteindre. Et il l'a éteint, hein, parce qu'après, on l'a plus revu. Il marque le but et on l'a plus revu à Scamacca. On l'a vu faire ses fautes, les coups de coude, les bras dans la tronche, ici et là. Mais derrière, Balerdi, il a bien cerné. Balerdi, il a un niveau énorme. Voilà, Balerdi, je ne pense pas qu'on arrivera malheureusement à le maintenir à l'OM. Mbemba commence mal le match, il perd ce duel qui amène le but de Scamacca. Mais derrière, il se reprend, il marque le but égalisateur. Et je trouve que derrière, il a été le Mbemba qu'on aime, très costaud. Voilà, donc Mbemba-Balerdi, c'est des très bons matchs pour les deux. Je mettrai Balerdi au-dessus. Derrière Murillo, ça a été compliqué. Murillo, là, vous voyez à droite de la défense, mais il est à côté gauche. Il était parfois un petit peu trop haut, un peu trop sur le côté, un peu trop derrière, un peu trop à droite. Il était jamais trop bien placé. C'est souvent Balerdi qui rattrapait ses erreurs. J'ai l'impression, c'est ce que je vois moi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est ce que j'ai vu. Maintenant, partons sur les pistons. Alors, on a Enrique et Klos. Klos, j'aurais aimé qu'il apporte un peu plus offensivement. Certes, il est sur le but, puisque c'est lui qui obtient le corner, c'est lui qui tire le corner vite, mais j'aurais aimé qu'il apporte encore plus. Voilà, Klos, j'aurais aimé qu'il apporte un peu plus offensivement. Défensivement, j'ai eu peur à un moment donné, il fasse manger pendant un laps de temps. Il y a eu quelques minutes où il a eu du mal. Mais dans l'ensemble, ça a été plutôt, voilà, on va dire moyennasse Klos. C'était pas un très gros Klos, pas un flop total, mais je veux dire c'est un moyennasse. Voilà, je vais pas me mouiller pour Klos. Par contre pour Enrique, j'ai bien plus préféré pour Enrique. Sauf sur le but où il s'est pas replacé assez vite à mon goût. Il aurait peut-être pu rattraper le coup de Murillo mal placé. Mais c'est pas un défenseur de base, c'est un piston, voire un attaquant. Et il a joué ce rôle-là, il a été très bon. Sur les peu de ballons qu'il a eu offensivement, il a été très bon sur ses centres. Il a apporté du danger. Il aurait pu donner 2 balles de but. Un en première mi-temps avec son extérieur du pied sur la tête de Sarr, mais il est devancé par Kolasinac, cet enfoiré qui enlève le but. D'ailleurs, il est sorti sur blessure. Le Kama. Et derrière, en deuxième mi-temps, il donne un bon ballon où il a un crochet, il fait un centre et ça amène le but sur Ismaïla Sarr. Mais malheureusement, il y avait eu hors-jeu juste avant. Il y a eu d'autres occasions aussi de Enrique. J'ai bien aimé son match. Je ne vais pas dire très bon match, mais bon match d'Enrique. Au milieu de terrain, Kondogbia, travail de l'ombre, un petit peu mangé dans la vitesse, mais on va dire que c'était plutôt honorable pour Kondogbia. Je ne vais pas dire très bon match, je ne vais pas dire bon match, mais dire honorable. C'est-à-dire c'est un 4,5, 5 sur 10, c'est pas plus. Verretou, on le voit de partout. Mais on le voit un petit peu nulle part aussi en même temps. C'est-à-dire qu'il est crevé par moment. Et on le voit qu'il tire la langue sur cette fin de saison. J'espère qu'il pourra jouer le match retour. Il y aura une semaine de repos. C'est très important de le dire. Concernant l'Atalanta, ils vont jouer samedi ou dimanche contre la Salernitana, je crois, en championnat. Donc nous, on aura ce laps de temps d'une semaine. Et Verretou, j'espère qu'il reviendra en forme. Comme tous les autres, hein, bien sûr. Pour Aminarit, voilà, malheureusement... Saluez-vous hein, d'ailleurs dans le chat, vous êtes en direct, je ne sais pas si vous voyez là. Il y a le direct, le chat qui n'apparaît pas, je m'en rappelle. Donc pour Aminarit malheureusement c'est toujours le même domaine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il pêche dans les derniers mètres. Il pêche dans le fait que quand il arrive devant de la surface, on a l'impression qu'il a un blocage, il bug, voilà, il ne sait pas s'il doit frapper, faire une passe. Et à chaque fois, c'est la même chose. Il y a une fois où ça a bien fonctionné, c'est cette balle en profondeur pour Aubameyang qui manque son tête-à-tête. Mais sinon, le reste du temps, il a combien de fois où il prend le ballon, il élimine. Ça, sur l'élimination des joueurs, sur la course avec le ballon, il est énorme. Aminarit, c'est un super joueur sur ce domaine-là. Mais quand il arrive pour être efficace devant la surface,
c'est ce qu'on voudrait qu'il fasse un peu mieux. Voilà, qu'il frappe un peu mieux, qu'il passe au bon moment au lieu de frapper ou qu'il frappe au lieu de passer. Et ça, c'est un péché pour Amin Harit, on le dit souvent, et ça continue encore sur ce match-là. Je vais pas le mettre en flop total, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est dommage. C'est dommage pour Amin Harit. Il pourrait être tellement au-dessus des autres et il n'arrive pas. Vous voyez, par exemple, il y a un Unai qui l'a remplacé en deuxième mi-temps. C'est un mix je ferai un mix des deux joueurs. Un Unai avec sa qualité de frappe qui trouve là-bas en deuxième mi-temps d'ailleurs. J'ai oublié de la citer cette occasion. Vous mettez la frappe d'Unai pour Amin Harit et la qualité de vitesse et d'élimination d'Harit sur Unai, ça ferait un super joueur. Mais malheureusement, on a les deux et les deux ont des défauts. Voilà. Ils joueraient peut-être pas à l'OM s'ils n'avaient pas ces défauts-là. Voilà. Pour les autres joueurs, Verretou, donc j'ai parlé Amin Harit, j'ai parlé Kondogbia, j'ai parlé Aubameyang et Sarr maintenant. Alors Aubameyang, il fait un match correct. Il se procure beaucoup d'occasions, beaucoup de situations. Derrière, il manque d'efficacité aujourd'hui. Il n'est pas réaliste. Mais j'ai pas envie de taper sur Aubameyang dans le sens où toute la saison, il nous a sauvé notre saison. Voilà, on a eu une saison où on a subi cette Ligue 1. En Europa, ça a été plaisant, mais toute la saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Europa, il n'y a que lui qui marque, que lui qui est efficace devant les buts. 27 buts, 11 passes décisives depuis le début de saison. Il n'y a rien d'autre à dire, même si les stats ne font pas tout. Voilà, c'est les autres qui doivent prendre le relais. Je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, les autres doivent prendre le relais. Amin Harit aurait dû prendre, et Sarr, que je vais terminer maintenant. Sarr, j'ai voulu le défendre en plein live. Voilà, vous l'avez descendu pendant le live. J'ai voulu le défendre dans le sens où Gasset lui a donné un rôle dans cette rencontre, c'est-à-dire de prendre la profondeur, vu qu'on va jouer long. On va subir et on va jouer long. C'est ce qu'on a fait pendant toute la rencontre pratiquement. On a joué long, on a perdu beaucoup de ballons par Paul Lopez, par d'autres joueurs. Et Sarr devait jouer cette profondeur. Malheureusement, il n'a pas réussi à faire beaucoup de différence. Une fois ou deux. Il a obtenu un corner intelligent une fois. Mais derrière, toutes ses conduites de balle, tous ses gestes techniques. À un moment, il a une occasion en deuxième mi-temps. Il est en devant de la surface. Il prend trop son temps, il hésite. Je sais pas, il a du mal à porter le ballon. Il frappe dans le joueur. Sarr a été un flop dans cette rencontre. Donc pour ma part, il y aurait Sarr à mettre en flop. Murillo à mettre en flop. Harit, presque. Klos, moyennas, et Kondogbia, non, ça va Kondogbia, on va dire. Voilà. Pour moi, c'est ça. Après, Paul Lopez, comme vous voulez, moyennas. Maintenant, partons des remplaçants. Les remplaçants, on a Merlin, Ndiaye, Unai, Moumania. Ndiaye, très bonne entrée. Ndiaye, très bonne entrée. Mais comme je le disais tout à l'heure à Marseille, c'est bébé. C'est Marseille bébé là qui est là, juste là. Je disais, il est rentré en fin de match. Donc, c'est logique qu'il fasse des différences. Parce qu'il est plus frais que les autres joueurs, les Italiens. Et il a fait pas mal de différences, par gestes techniques, par course. Il a donné des bons ballons. Franchement, Ndiaye qui a fait une très bonne entrée. Est-ce qu'il aurait fait la même prestation en début de match? C'est pas sûr. Il aurait peut-être été pris par la défense costaud en face, que ce soit Kolasinac ou Palazalic quand il a remplacé, ou Jim City ou Scalvini qui a été énorme. Donc, est-ce qu'il aurait fait la différence? C'est pas sûr. C'est pas sûr qu'Ndiaye aurait fait la différence. Parce que Sarr a été pris physiquement, il a eu du mal déjà. Sarr est plus costaud. Ndiaye, physiquement, il aurait peut-être été dans le dur. Voilà. Donc, Ndiaye, bonne entrée. Mais parce qu'il rentre en deuxième mi-temps, je pense que ça permet de lui permettre de faire une bonne prestation. Moumbagna, lui qui rentre pratiquement en même temps, lui par contre c'est différent. On a vu que physiquement il en a imposé. Il a eu un peu de mal au début, mais après, une fois qu'il s'est bien implanté dans le sol, c'est-à-dire avec son gros corps de sanglier, et il a réussi à faire des petites déviations, à garder le ballon sur lui. Mais quand il devait faire une course avec le ballon, il ne faut pas lui donner l'occasion de courir avec un ballon. Il faut lui balancer dans la surface, il faut qu'il soit dans la surface, il faut que ce soit un joueur dans la surface, et basta. Ou alors en point d'appui, comme je viens de le dire avant, Faris Moumbagna, ça ne sera jamais un R9, ça ne sera jamais un Ronaldo, un Messi, tout ce que vous voulez, un joueur capable de prendre le ballon et faire 30 mètres, faire 2-3 passements de jambes, une roulette et tout bordel. C'est un joueur d'efficacité qui soit dans la surface. Donc Faris Moumbagna, on va attendre avant de le critiquer. On a vu ses limites, techniques surtout. Mais derrière, s'il est efficace, eh ben, c'est ce qu'on veut. Là, aujourd'hui, il n'a pas eu l'occasion de la mettre au fond. Il a failli avoir une occasion sur un centre magnifique de Merlin. Merlin, justement, je vais en parler. Tiens, j'enchaîne avec les remplaçants. Merlin qui a fait l'entrée, voilà, un superbe centre sur Moumbagna au second poteau qui a été contré au dernier moment. Merlin qui a l'air d'avoir du rythme, voilà, ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Je trouve qu'il a eu du rythme, il n'a pas joué beaucoup, donc je ne vais pas en parler énormément. Mais Merlin, je trouve que voilà, il est bien revenu dans le rythme, il a apporté un petit peu de vitesse. Mais comme je l'ai dit pour Ndiaye, c'est la fin de match. C'est peut-être pour ça aussi que ça lui permet de faire des différences. Le dernier joueur qui est rentré, donc j'ai dit Merlin, Ndiaye, Moumbagna, c'est Unai. Alors Unai, il a eu l'occasion de faire taire beaucoup de critiques avec sa frappe des 20-25 mètres. Il a un ballon dans la surface, je veux dire, dans l'axe
du but, 20-25 mètres, frappe enroulée, un petit peu comme il met les buts qu'il met habituellement. Il glisse au moment de frapper, donc la frappe s'envole un petit peu et va toucher l'équerre, va taper l'équerre carrément. L'équerre du but de l'Italien, de l'Argentin, pardon, qui était battu. Il n'avait pas bougé, la frappe était magnifique, mais il n'a pas été sauveur. Donc Unai, je vais parler de cette frappe-là. Sinon, dans l'entrejeu, ben, il a fait ce qu'il fallait, mais il n'a pas pris trop de risques. Mais finalement, une entrée plutôt correcte d'Unai. Hein, voilà, on n'attendait pas plus de lui, puisqu'on le sait que pour l'instant, Unai, c'est pas un joueur qui émerge à 100% non plus. Voilà les amis, donc maintenant parlons de notre objectif de cette fin de saison, de cette Europa League. Voilà, la Ligue 1, je pense qu'on peut l'abandonner et tout mettre pour l'Europa League. Moi, c'est mon avis. Moi, je m'en fous, je vous l'ai dit, sur la Ligue 1, je m'en fous de terminer 6ème. Je m'en fous de terminer 6ème, 7ème, d'être en Europa Conference League, en Europa League, même l'année prochaine, terminer 6ème. Bien sûr, c'est mieux terminer 6ème et d'arriver en finale, et pourquoi pas le gagner. Mais si on termine 9ème, 10ème et qu'on arrive en finale et qu'on gagne cette finale, je le prends, je le signe tout de suite. Je m'en fous. Moi, du championnat, je vais le commenter. Je veux qu'on gagne tous les matchs, bien sûr. Mais je veux qu'on se concentre à 100% sur cette rencontre du retour parce que c'est possible. Tout est possible. C'est possible, c'est encore faisable. On n'a pas senti une équipe largement au-dessus de nous. Voilà, il y avait des moments où on sentait que physiquement, techniquement, ils étaient un petit peu un cran au-dessus. Mais franchement, c'était très léger et c'était un match dans le match entre les deux équipes. C'est tout est possible. Et le match retour, ben on est à égalité pour l'instant, un partout. Tout peut se passer au match retour. Match nul. Donc match nul au retour. On arrivera aux séances de tir au but et on se qualifie encore au tir au but. Pourquoi pas pour Paul Lopez, ça soit le héros au match retour. Voilà, moi j'y crois encore. Est-ce que vous y croyez dans les commentaires? N'hésitez pas à me dire. Voilà, donc on a des motifs d'espoir, on a eu beaucoup d'occasions, on a eu des occasions de doubler la mise, de marquer peut-être même un 3ème derrière. Et je ne vais pas dire qu'on n'en a pas concédé non plus, parce que la dernière occasion la plus franche, je pense que c'est celle de l'Atalanta, avec l'entrée de Miranchuk et Lookman. Surtout Lookman qui nous a fait mal, hein. Il a eu 2 situations très chaudes en rentrant, il nous a fait très mal avec sa vitesse. Après on l'a été un petit peu, et c'est Miranchuk qui a eu la grosse occasion de faire la rencontre. Frappe à l'entrée de la surface qui passe à ras du poteau. Voilà, donc on a eu un petit peu de frayeur. Mais on s'en sort avec le match nul. Enfin, on s'en sort. Je ne sais pas si on peut dire qu'on s'en sort, finalement, vu la physionomie du match. Voilà, les amis. Et concernant notre adversaire probable, si on se qualifie au match retour, ça sera logiquement Leverkusen, qui n'a pas encore perdu après ces je ne sais pas combien de matchs sans défaite. 2-0 à l'AS Roma. Voilà. Est-ce qu'on affrontera les Allemands ou est-ce qu'on sera éliminé? Et la saison sera terminée. On terminera 10ème au classement, peut-être. Voilà. Bon, les amis, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je n'ai pas parlé d'arbitrage, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé manque de sévérité par moment de Monsieur Siebert, voilà, envers les Italiens, peut-être envers nous aussi, parce qu'il n'y a eu qu'un seul carton sur Balerdi qui a répété les fautes. Mais j'aurais aimé qu'il mette un carton jaune à un moment donné à Scamacca, qui jouait des coudes. Voilà, il a beaucoup joué de son corps, des bras. Il a mis une claque dans la tête de Balerdi, sans faire exprès celle-là. Mais le coude qu'il met sur le but, sur Mbemba, c'est volontaire. Les 2 mains qu'il met dans la tronche de Mbemba sur un coup de pied arrêté, un corner, je crois, du côté de l'Atalanta. Il met les 2 mains sur la tête de Mbemba, il le pousse comme ça. Pas de carton, pas de VAR, rien du tout. Et ce que j'en veux, moi, c'est pas forcément qu'à l'arbitre. J'en veux aussi à notre effectif. Le caractère. J'aimerais bien qu'on ait des joueurs à l'ancien temps, comme Casoni, je disais tout à l'heure dans le live, Moser, Dimeco, tout ce que vous voulez à cette époque-là. On avait des joueurs qui avaient tous un caractère. Allez, voir l'arbitre, à le prendre par le coltard presque. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a des bénis, oui, c'est le football de maintenant. Voilà, on doit se dire, bah c'est bon, il y a faute, il n'y a pas faute. Ah, le monsieur l'arbitre. Et s'il dit non, il n'y a pas faute, ah bah je vais me replacer. Non, c'est pas comme ça. J'aimerais bien qu'on ait un peu plus de joueurs de caractère. Allez, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi sur cette vidéo. Elle a été très longue finalement, je pensais pas faire aussi long. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Vive le foot chez Sébastien Foot et allez l'OM.